Salifou Silla, il est ancien ministre. Avec lui, nous allons parler du CNT, mais également, il va nous dire ce qu'il pense des nominations, la nomination de 34 chargés d'affaires dans les représentations diplomatiques de la Guinée à l'extérieur. Il est au bout de fil. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous allons commencer par le CNT. Nous avons à présent les membres du CNT. Ils ont d'ailleurs commencé à travailler. Quelle lecture, hein? Comment analysez-vous la composition de ce CNT? Écoutez, moi, je n'ai pas d'analyse particulière parce que je pense que ceux qui ont nommé les membres du CNT avaient à l'avance défini le contenu, ce qu'ils allaient mettre dans le CNT. Et donc, moi, ce qui m'a étonné, c'est au fond le nombre limité de conseillers qu'on a accordé aux partis politiques. 200 partis politiques, sinon plus, dans ce pays. On leur a accordé 15 sièges. Et je me dis quand même que le CNT étant une institution politique par nature, parce qu'en fait, son objectif, c'est d'assumer le rôle du Parlement, et le Parlement est une institution politique par nature. C'est donc un lieu de débat. Donc je suppose qu'au fond, les partis politiques auraient dû bénéficier d'un nombre plus important de représentants, puisque leur vocation précisément est de faire le débat politique. Et comme nomme des jeunes, des handicapés, tout ça, je n'en disconviens pas. Mais je crois que nommer des jeunes, des handicapés, tout ça, tout se résume fondamentalement dans un parlement, quelle que soit votre origine, à un acte politique. À partir de ce moment-là, les partis politiques auraient dû être renforcés, leur nombre, cela aurait permis des débats. Je constate que dès maintenant, ces partis politiques ont été sous-représentés et les choix qui ont été faits me semblent déséquilibrés, parce que quand on parle d'un parti politique, ça ne veut pas dire nous sommes tous des partis politiques, nous sommes égaux et tout ça. Le parti politique, c'est d'abord, après son autorisation, le nombre, ce qu'il peut mobiliser, ce qu'il peut représenter. Et je suppose que nous savons ici quels sont les partis les plus importants parce qu'il y a eu des élections dans ce pays. Alors quand on met de côté les partis les plus importants et qu'on donne l'avantage à des partis microscopiques qui ne représentent rien du tout fondamentalement et qui sont les plus bavards, eh bien, je pense que ça n'a pas été fait de manière équitable. Donc, alors là, pour le reste, je pense que le CNT, je préfère le voir à l'œuvre, parce que moi, j'ai pour principe de ne pas juger les gens avant de les voir à l'œuvre. Bien. J'attends de les voir à l'œuvre, je verrai bien ce qu'ils vont faire. Professeur, en attendant ce jugement a posteriori, est-ce que le fait d'avoir décidé de faire une tournée à l'intérieur, notamment du CNT, d'aller recueillir les sentiments des uns et des autres, est-ce que vous pensez que cette démarche elle est vraiment opportune? Vous savez, moi, je ne souscris pas au populisme. Je ne crois pas à ces assemblées où on vient, on débat et tout ça. Je pense que le CNT a été mis en place. Il devrait s'attacher aux missions fondamentales qui lui sont confiées. Élaborer les textes. Je ne parle pas du contrôle du gouvernement et tout ça, ça sert. Mais au moins s'attaquer aux problèmes essentiels. Vous allez partir. Écoutez, quand il y a eu ce changement de régime, on a convoqué des gens au palais du peuple ici, tout le monde est venu, se défouler et tout ça. Est-ce que vous avez vu le reflet de ces débats-là dans la charte qui a été élaborée après? Il faut éviter de faire des réunions comme on le faisait dans les partis ici avant, où on vient, on bavarde les assemblées générales. Moi, c'est une méthode qui ne me convainc pas. D'accord. Le CNT est une institution et son rôle essentiel doit s'attacher à réaliser les objectifs qui lui sont confiés dans la charte qui le crée. Et c'est pas, il faut qu'on laisse un peu ces débats, ces espèces de mamaya et consorts, il faut qu'on laisse ça, qu'ils commencent leur travail.
ça me paraît plus essentiel. Je ne souscris pas à des choses comme ça. Professeur, il y a un autre point sur lequel on voudrait bien vous entendre. En pleine transition, le CNRD a décidé de rappeler pratiquement tous les ambassadeurs et on sait que justement le grand défi, c'est de maintenir la confiance avec les partenaires internationaux, la communauté internationale. Est-ce que cette décision vous a semblé stratégiquement rentable? Vous me dites stratégiquement rentable. Ou bien elle est maladroite. Est-ce qu'elle est maladroite ou bien... Je ne voulais pas utiliser le mot, mais en fait, c'est ça. Est-ce qu'elle est efficace? D'abord, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont présidé à ces rappels d'ambassadeurs. Mais je me dis, la compétence quand même, celui qui est président de ce pays actuellement, il a la compétence de rappeler les ambassadeurs. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a toujours le problème de faire le poids entre l'opportunité et la compétence. Il a la compétence de les rappeler. Un ambassadeur, il représente le chef de l'État. L'ambassade n'a pas été créée avec le système démocratique. L'ambassade existe depuis l'Antiquité. Et donc, l'ambassadeur est le représentant personnel du président. Il faut qu'il y ait quand même un élément de confiance entre l'ambassadeur et celui qui le représente. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à cet effet. Bon, rappeler 34 en même temps, je ne sais pas. Je vais vous rappeler une chose. Nous, en 2006, nous avons été 10 ambassadeurs à être rappelés le même jour. Il n'y a pas eu de problème majeur à cela. Il s'agit de voir, quand il n'y a pas d'ambassadeur, il y a le chargé d'affaires, il peut y avoir une mission diplomatique sans qu'il n'y ait d'ambassadeur, parce qu'en réalité, l'ambassadeur, c'est l'élément politique majeur. Et on peut, vous savez, même dans les grands pays, on peut nommer quelqu'un comme ambassadeur, non pas sur la base d'une carrière ou autre là, mais sur la base du ressenti de celui qui est chef de l'État. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, il n'y a pas de problème. Alors, en lieu et place de la nomination des ambassadeurs, ce sont des chargés d'affaires qui sont nommés. Comment comprenez-vous cela? Mais écoutez, quand il n'y a pas d'ambassadeur à un poste diplomatique, il y a un chargé d'affaires. Et il y a un chargé d'affaires, ça, il n'y a pas de problème. Le chargé d'affaires va assurer la mission de chef de mission, mais il est évident qu'il ne sera pas revêtu de la même aura qu'un ambassadeur. Il n'est certainement pas plénipotentiaire, il ne pourra pas signer des traités au nom du pays et tout ça. Mais c'est normal, quand vous n'avez pas un ambassadeur quelque part, vous mettez un chargé d'affaires. Ça ne pose aucun problème. Mais est-ce que cela, à la longue, cela ne pourrait pas impacter justement sur notre pays, sur nos relations avec l'étranger, d'autant plus qu'actuellement, et voilà, avec ce régime de transition, on sait que c'est des militaires qui sont au pouvoir et ils n'ont pas l'onction internationale, entre guillemets. Mais précisément, vous dites qu'ils n'ont pas l'onction internationale. C'est quoi un ambassadeur? Vous savez, le pays auprès duquel vous accréditez un ambassadeur apprécie également la personne que vous envoyez comme ambassadeur. Je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme de désignation d'un ambassadeur. Vous envoyez et il faut que l'ambassadeur soit agréé par le pays auprès duquel vous l'envoyez. Il est possible que vous désignez quelqu'un comme ambassadeur et que ce pays refuse parce qu'il a des renseignements personnels sur la personne que vous proposez. Mais de tels critères ne sont pas requis pour un chargé d'affaires. Ce n'est pas requis pour un chargé d'affaires. Il y a une mission diplomatique. La mission diplomatique peut fonctionner sans ambassadeur, il n'y a pas de problème. Même quand il y a l'ambassadeur, quels sont ceux qui font le travail essentiel? Ce sont les agents diplomatiques, conseillers, secrétaires, tout ça. L'ambassadeur va avoir l'onction politique là-dessus. C'est là où sa personnalité peut jouer au compte du pays et tout ça. Mais pour le moment, moi je pense que compte tenu du statut actuel des autorités de ce pays, qu'il y ait de simples chargés d'affaires, moi ça ne me dérange pas outre mesure. Ça ne me dérange pas outre mesure.
Bien. Voilà, beaucoup estiment que surtout les observateurs, ils pensent que si le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas nommé d'ambassadeur, c'est parce que ceux-ci ne pourront pas être soit reconnus par les différents pays amis. Voilà pourquoi il a décidé de nommer des chargés d'affaires. Ben, écoutez, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les pays étrangers ont leur appréciation de la situation politique actuelle en Guinée. Il se pourrait que si le colonel Doumbouya souhaitait nommer des ambassadeurs, que ces pays refusent poliment sans connaissance au courant. Donc, comme il n'a pas besoin d'obtenir leur agrément pour le chargé d'affaires au moins, il peut les nommer. Ouais. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur à ce niveau-là. Et même s'il voulait le nommer, c'est là où vous me rejoignez. S'il voulait le nommer, eh bien, ces pays, de manière discrète, pourraient lui faire sentir que non, on n'accepte pas l'ambassadeur parce que votre régime est telle ou telle chose. Mais il ne peut pas dire ouvertement. Donc ça, il n'y a pas de problème à la matière. Moi, je me dis, nous avons accepté ici qu'il assume les compétences des chefs d'État. Un président normal, ça aurait reposé sur l'ordre constitutionnel. Nous n'avons plus de constitution. Mais on a substitué à la constitution une charte qui est l'ordre juridique qui fonde leur régime actuellement. Donc, ils ont la compétence pour le faire. Bien. Et puis, vous savez, l'essentiel des décisions dans notre pays, je vais vous le dire, souvent, ça vient de l'administration centrale. Les ambassadeurs ne jouent pas toujours de très grands rôles traditionnellement en Guinée. Si vous ne le savez pas, je vous le dis ouvertement. Bien, voilà, alors on va alors vous poser la toute dernière question aujourd'hui qui concerne l'actualité. Le président de la transition s'offre depuis quelques jours des bains de foule à Conakry. Vous dites? J'ai dit le président de la transition s'offre actuellement des bains de foule un peu partout à Conakry. Quel regard portez-vous sur cette attitude du président de la transition? Il s'offre quoi? Des bains de foule? Oui. Ah, là, je n'ai pas observé qu'il s'offrait des bains de foule, mais... Il était à la casse, aujourd'hui il était à Kaloum. Il était à la casse. Aujourd'hui même à Kaloum. Oui, aujourd'hui il a fait un tour à Kaloum avec les citoyens qui l'acclament, prési. Il y a cela, en tout cas, suscite le débat dans la cité. Je ne sais pas si vous aussi vous avez eu vent de toutes ces informations. Non, c'est vous qui me l'apprenez là, parce que moi, je ne suis pas sorti du tout. Mais ce que je me dis... si on s'attache à l'idéal qui a été fixé au départ, éviter le populisme, éviter ce qu'on a l'habitude de faire en Guinée. J'avais dit pas d'éloge, pas de trucs. Je crois qu'il devrait s'occuper fondamentalement de l'accomplissement de la transition. Et cette sorte de popularité-là, ça ne me semble pas bien séant. Parce que vous savez, au départ, ils avaient dit, on ne veut pas de louanges. C'est ce qui avait été dit dès le départ. Nous ne voulons pas de mouvement de soutien et tout ça. Alors, je pense qu'il faut qu'il reste conforme à ça. D'accord. Merci beaucoup. Reste conforme à ça. Merci beaucoup à vous, professeur. Je vous en prie. Au revoir, c'était professeur Salifou Sila. Il est ancien ministre et aussi ancien ambassadeur. Voilà, c'était notre invité dans À bâton rompu. On va à présent rendre l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.